Combien? 2 ans. Oh putain, 2 ans. Oh mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre, ça va pas? C'est pas 2 ans, c'est 1 an. Eh ouais, ça fait 1 an jour pour jour que je suis parti. Ça méritait de marquer le coup, non, tu crois pas? Eh oui, ça fait 1 an, presque, jour pour jour, que j'ai quitté mon appartement. Ça fait il y a 1 jour de plus en fait. Hein. J'ai quitté mon appartement, j'ai rendu les clés très exactement le 5 novembre 2020. Et je commence à tourner cette vidéo. Je ne sais pas si je vais tout tourner aujourd'hui. Tu entendras peut-être qu'il y a un petit peu de bruit de fond, notamment quelque chose qui ressemble à une tronçonneuse qui vient de démarrer, juste comme je commence à tourner la vidéo, évidemment. Pendant toute la matinée, il n'y a rien eu. Et puis c'est maintenant que le bruit se déclenche, comme par hasard. Donc j'ai quitté mon appartement le 5 novembre 2020 et nous sommes, alors que je commence à tourner cette vidéo, le 6 novembre 2021. Donc ça fait pile poil 1 an à 1 jour près que je suis parti. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite rétrospective sur cette première année de voyage nomade à moto. Sur ce que j'ai fait, peut-être éventuellement aussi ce que je n'ai pas fait, pas pu faire, comment ça s'est passé, les difficultés que j'ai eues, ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu de moyen, ce qu'il y a eu de pas bien, parce que tout ne s'est pas forcément bien passé. Donc on va parler un petit peu de tout ça, pour au final, en quelque sorte, je vais passer un jugement sur moi-même, et dire est-ce que j'ai bien fait de partir ou est-ce que c'était une erreur. Donc c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, on va commencer par le début, c'est-à-dire le jour où j'ai rendu les clés de l'appartement. Ça s'est passé un peu dans la douleur, mais ça comme je m'y attendais, puisque à l'appartement où j'étais, je l'ai déjà dit, je le répète, j'étais chez un escroc. J'y suis resté 2 ans et demi à peu près. Je n'ai eu que des ennuis les uns après les autres. À un moment, il m'a même accusé, entre guillemets, d'être procédurier. C'est pas que je le sois, c'est qu'il m'a obligé à le devenir. C'est qu'effectivement, je me suis mis à lui envoyer des recommandés plusieurs fois par an parce que j'avais pas le choix, sans ça, il se passait rien. J'ai été inondé 16 fois. Entre parenthèses, pour les choses dont je parle, je vais te mettre des raccourcis dans la description si tu veux revoir les différentes vidéos, notamment pour mes nouveaux abonnés qui connaissent pas tout mon parcours. Je vais parler des choses les plus importantes et puis je vais te mettre des raccourcis là-dessous. Donc oui, j'ai été inondé 16 fois dans cet appartement en 1 an. C'était l'année 2019, inondé par le sol. En fait, c'était les eaux de pluie qui dévalaient de la colline et qui remontaient chez moi. Entre-temps, après que je sois parti, j'ai mes anciens voisins qui m'ont appris que les inondations en fait ont repris. Avant que je parte, il a débouché le tout à l'égout, ça a cessé de couler chez moi, mais je me doutais que ça recommencerait. Parce qu'il n'avait pas adressé le problème principal, à savoir pourquoi est-ce que ça remontait spécifiquement chez moi. Je reste persuadé que sous l'appartement il y a une conduite crevée, mais il ne veut pas s'en occuper. Donc il y a eu d'autres inondations après que je sois parti. En fait les locataires tournent, il y a un nouveau locataire qui arrive. Il a a priori des emmerdes, il finit par s'en aller, c'est pas grave, le propriétaire trouve un autre locataire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme la justice n'a pas fait son boulot, puisque moi je l'ai emmené au tribunal, mais ils l'ont pas forcé à faire des travaux, ils ont considéré que comme les inondations s'étaient arrêtées, ça suffisait, ils n'ont pas creusé plus loin. Moi je pense qu'il y aura eu matière, littéralement, d'ailleurs, il y aura eu littéralement matière à creuser, donc c'est pas aller plus loin que ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc encore une fois tu vas voir le raccourci ci-dessous. Et lors de mon départ, lors de l'état des lieux, il m'a notamment promis qu'il allait porter plainte contre moi pour diffamation à cause de la fameuse vidéo. Il a dû, je pense, être alerté par l'une des personnes ayant visité l'appartement juste avant mon départ, puisque moi j'avais essayé de leur signaler discrètement qu'il fallait surtout pas qu'ils viennent là. Vu les ennuis que j'avais eu, moi je considérais qu'il était de mon devoir moral de leur éviter dans la mesure du possible de se retrouver chez cet individu et dans cet appartement avec les problèmes que je connaissais. Et j'étais persuadé que les inondations allaient reprendre et l'histoire m'a donné raison. Donc il y a eu 2 visites et les 2 locataires potentiels, je leur ai fait signe et je ne sais même plus s'il n'y en a pas eu 3. Il y en a eu 2 ou 3, je ne sais plus. Et je leur ai signalé l'existence de la vidéo que j'avais faite où j'expliquais tous les ennuis.
Donc il y en a un, je pense, qui a dû le prévenir, d'autant que le dernier qui a visité, je sais qu'après la visite, ils ont discuté longuement avec le propriétaire et je pense que le gars a dû me balancer. Donc lors de l'état des lieux, le proprio m'a promis qu'il allait porter plainte contre moi. J'attends toujours. Ben, je vois mal comment il pourrait porter plainte pour diffamation, parce que dans la vidéo en question, je ne le nomme pas. Je dis juste qu'il y a un appartement sur la commune de Vingt-un-Naps où j'ai eu que des emmerdes, et qu'il ne faut surtout pas louer là. Je montre quelques vues de l'intérieur de l'appartement, mais pas de l'extérieur. Donc je ne le nomme pas, je ne donne pas l'adresse. Ce qui fait que seul quelqu'un qui aurait visité, qui aurait envisagé de louer, et qui connaîtrait ma vidéo, va reconnaître l'endroit. Mais en dehors de ça, on ne peut pas savoir où c'est, ni qui est le propriétaire. Je ne donnerai toujours pas son nom. C'est pas mon, c'est vraiment pas mon but. Donc il a pu se passer deux choses. Soit, et c'est le plus probable, il m'a menacé de porter plainte contre moi dans l'espoir que ça a dû être un gros bluff, dans l'espoir que je retire la vidéo. C'est raté. Soit il a vraiment essayé de porter plainte et on lui a dit mais monsieur, votre plainte n'est pas recevable, vous n'êtes pas nommé, ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas de preuve que ce soit de vous qu'il parle. C'est l'un ou l'autre. À mon avis, c'est le premier. C'était un gros bluff parce que c'est un gros bluff. Ça correspond vraiment au personnage. Il fait les choses dans le dos. C'est tout à fait son style. Donc qu'il ait monté un gros bluff en espérant que je retire la vidéo, je pense que c'est le plus probable. Bon, bah, du coup, c'est raté. Donc j'ai rendu les clés. Ça s'est passé un petit peu dans la douleur parce que bon, il m'a reproché 2-3 trucs dont j'étais pas responsable. Je lui ai envoyé balader et puis il a promis de porter plainte contre moi pour la fameuse vidéo qui encore une fois est toujours en ligne, tu as le lien ci-dessous. Quand il m'a rendu le dépôt de garantie, il y a eu quelques difficultés aussi parce que je lui avais bien dit au moment de l'état des lieux que je ne pouvais pas encaisser de chèque étant chez Nickel. À l'époque, compte Nickel ne permettait pas d'encaisser des chèques. Je lui avais remis un RIB en lui disant ne m'envoyez pas un chèque. Évidemment, il m'a envoyé un chèque. Il a fait exprès pour gagner du temps. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai quitté l'appartement, je suis allé me confiner, puisque 5 novembre c'était le début du deuxième confinement, chez un ami sur la côte normande, que je remercie encore chaleureusement. Phil, on va se revoir à mon avis dans quelques temps, quand j'aurai eu le résultat de mon gros projet, dont je reparlerai dans une autre vidéo, c'est pas le but ici. Mais enfin, j'aurai des choses pour toi et pour tous ceux, globalement tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre, que ce soit de façon pratique, de façon financière ou qui m'ont soutenu moralement. Tout cela, ils vont se reconnaître. On va se revoir, au minimum, on va discuter par téléphone dans les temps qui viennent. J'aurai quelque chose pour vous. Donc, je suis allé me confiner chez Phil jusqu'après les fêtes, puisque le deuxième confinement s'est terminé le 15 décembre, si je ne dis pas de bêtises. On arrivait donc sur la période des fêtes de Noël et je savais qu'à ce moment-là, bon, je trouverais personne pour m'héberger sur ma route vers le sud. J'ai donc passé les fêtes chez lui et je suis reparti de chez lui le 8 janvier. Bon, globalement, chez lui, ça a été très sympathique. Bon, pas toujours simplissime parce que je me suis retrouvé chez quelqu'un qui, c'est lui-même qui m'a proposé de me dépanner. Il me l'avait même dit avant que je quitte l'appartement. Il avait dit si jamais tu te retrouves coincé, je te laisserai pas tomber, etc. Je suis resté donc 2 mois et demi environ chez lui. Quand on reste aussi longtemps chez quelqu'un, et j'en reparlerai après, il y a forcément des petites tensions qui se créent. Chez lui, ça s'est passé globalement assez facilement. Il n'y a pas eu de trop grosses difficultés. Bon, après, je voulais pas non plus être une charge, donc je lui ai, dans la mesure de mes possibilités, je lui ai versé de quoi compenser les frais que je pouvais lui causer. Mais le fait est que je suis quand même resté longtemps chez Phil, et on a été tous contents de me voir partir, aussi bien, quoique lui, je pense qu'il regrettait un petit peu, il regrettait un petit peu que je parte. Il aimait bien que je sois là, j'ai l'impression. Mais son épouse était bien contente que je m'en aille, et moi aussi, parce que mon but c'était pas aussi gentil que Phil ait pu être, aussi sympathique que soit la région. J'ai fait de belles randonnées dans le coin. J'ai fait une grosse randonnée autour de Coutances, j'ai fait le tour de la pointe d'Agon, c'est magnifique. Ça aussi, je te mets les vidéos là-dessous. Si tu te retrouves sur la côte normande, du côté d'Agon-Coutainville, par là, il y a des très très beaux coins à voir. J'ai beaucoup apprécié mon séjour chez lui. Aussi bien parce qu'on s'entendait très bien que parce que la région est superbe, y compris en hiver. Franchement, c'est joli.
Mais bon, moi, mon but, c'était pas de rester planté chez lui éternellement. Mon but, c'était de démarrer mon voyage. Donc moi aussi, j'étais content de pouvoir partir. Le 8 janvier, j'ai chargé la moto, je suis parti. Je me suis arrêté à Nantes, chez un couple de motards. Je les ai trouvés grâce à... Il y a plusieurs groupes d'hébergement motard sur Facebook. Je les ai trouvés grâce à l'un de ces groupes-là. Alors je m'excuse, ça va bientôt faire 1 an, les noms m'échappent un petit peu. Mais je les retrouverai parce qu'ils font partie des gens que je veux contacter. Donc j'ai passé juste une nuit à Nantes. C'était juste une étape, je voulais filer vers le sud. Je me suis retrouvé à Bordeaux. Chez Yvan, un ami de Phil, c'est Phil qui m'avait recommandé chez lui. Là, ça a très bien démarré, ça s'est mal terminé, encore une fois, en partie de ma faute. Pas que, il y a des choses que je dirais pas, que j'ai pas dites à l'époque, que je dirais pas encore aujourd'hui, pas que, mais c'est quand même partiellement de ma faute, parce que je suis resté chez Yvan 8-10 jours, un truc comme ça, une dizaine de jours. Et là, vraiment, ça a été plus long que je n'aurais dû, par ma faute, parce que je m'étais aperçu avant de partir de chez Phil que mon pneu arrière commençait à sérieusement être limite, et il fallait que je le change, donc j'ai voulu profiter de mon arrêt sur Bordeaux pour le changer, et au lieu de commander le pneu neuf immédiatement, j'ai mis 5-6 jours avant de le commander. Ce qui fait que j'aurais pu rester moins d'une semaine chez Yvan, et je suis resté une dizaine de jours parce que j'ai tardé à commander le pneu. Et là, c'est complètement ma faute. Et encore une fois, quand, malheureusement pour moi, les quelques fois où je suis resté trop longtemps chez quelqu'un, au bout d'un moment, il y a des petites tensions qui se créent. Et c'est pas avec l'expérience, c'était une des premières fois que je faisais ça, forcément, mais avec l'expérience, c'est pas surprenant et c'est naturel. Chez Yvan, je suis parti un peu en catastrophe parce que ça commençait à devenir intenable. Dans la mesure où lui ne me disait pas en face qu'il aurait bien voulu que je me casse, mais moi je le sentais. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce truc-là. Mais bon, il fallait que je parte. Je me suis trouvé un autre hébergement dans la région de Bordeaux où je suis resté 2 jours. Là, c'était du... comment ça s'appelle? C'est un autre réseau de gens qui sont prêts à héberger des voyageurs de passage. Le nom m'échappe dans les médias. C'était, si ma mémoire est bonne, là, Marie-Christine et Thierry. Donc je suis resté chez eux 2 jours, puisqu'au moment où je suis parti de chez Yvan, le pneu était arrivé à chez le mécano moto où j'avais prévu de faire changer mon pneu arrière. Le pneu était arrivé, mais ils ne l'avaient pas encore changé, parce que quand ils reçoivent le pneu, après, ils te donnent un rendez-vous. Donc je suis resté chez Marie-Christine et Thierry le temps de le faire changer, ça a duré 2 jours, je suis reparti. De Bordeaux, j'ai filé sur Toulouse, chez Laurent une dame allemande, d'origine allemande. Mince, j'aurais dû préparer ça, les noms m'échappent. Ça commence par un G, je suis à peu près sûr. Ça me reviendra, je le mettrai dans la description. Encore une fois, je m'en excuse. Que je prononçais mal d'ailleurs au départ quand je suis arrivé, mais après à prononcer son nom correctement. Gundi, Laurent et Gundi, ça y est, ça m'est revenu. Et ça doit être comme ça que ça se prononce, il me semble. Je suis resté chez eux pareil 2 jours, je crois. Le temps de me balader un petit peu dans la région. Il y avait un joli manoir abandonné notamment, et puis les arènes de Toulouse, j'ai pu accéder aux 2 à pied. Là pareil, j'ai vraiment apprécié la rencontre. Si j'ai l'occasion de repasser sur Toulouse, je m'arrêterai à nouveau chez eux. Même chose, si je passe à nouveau sur Nantes, même sans m'arrêter chez ces gens-là, et si je passe à nouveau sur Bordeaux, j'irai dire bonjour à Marie-Christine et Thierry. Si je repasse sur Nantes, j'irai dire bonjour. Je crois que c'était Corentin et c'est le nom de la dame que j'ai oublié, mais pareil, même si je ne m'arrête pas chez eux en soi, j'irai leur dire bonjour avec grand plaisir. Donc, j'ai fait Agon-Coutainville, Bordeaux, 2 endroits à Bordeaux, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Rodez, chez Maurice et Marie, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est que j'ai rencontré tellement de monde que j'ai parfois un petit peu des doutes sur les noms. Et c'est Maurice, c'est sûr, et il me semble que Maurice et Marie, il me semble, qui m'ont conseillé de voir la Montagne Noire lors de mon trajet de ce que j'avais prévu de Rodez à Carcassonne. Donc Rodez, je suis resté juste une nuit. Ils m'ont très gentiment fait visiter Rodez.
C'est très joli. J'ai dîné avec eux, je leur ai apporté une bouteille de vin que j'avais acheté sur Toulouse, j'en avais acheté 2, j'étais tombé sur sur un vin italien pétillant, du Lambrusco rouge. Du coup j'en avais acheté une pour Laurent et Gundi et l'autre je l'ai gardé pour Maurice. Le lendemain je suis reparti de chez eux, je me retrouve sur une voie rapide qui longe la montagne noire, c'est à dire que de loin je vois ce beau truc, mon GPS voulait me faire contourner, rester sur la voie rapide et contourner la montagne noire pour aller sur Carcassonne. Je vois ce truc magnifique. Je suis sur une moto, je vois cette jolie montagne qui, je le sais, fait un peu plus de 1000 mètres d'altitude, c'est par les Alpes, quoi. Je vois ce truc, je dis, on est en milieu de matinée, j'ai toute la journée pour arriver dans la région de Carcassonne, pourquoi est-ce que je vais contourner ce machin-là? Non, 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 je change d'itinéraire. Je regarde ma carte, je dis, voilà, juste avant la montagne noire, il y a ce bled là, et puis il y a cette ville de l'autre côté. Je vais lui dire, tu me fais passer par le premier, puis par le second. Ça va le forcer à me chercher une route pour traverser la montagne noire. Ce que j'ai fait. Effectivement, il me trouve une route au travers de la montagne noire. Et je traverse le truc, et au sommet, il y avait de la neige sur la route. Je suis passé en fond de seconde, des fois en première, avec, tu t'imagines, avec Rocinante, avec tous les bagages sur le dos, on dirait un mulet, quoi. J'étais pas à dos de moto, j'étais à dos de mulet. Et il s'est rien passé, j'ai pas glissé une fois. Rien. Que dalle. Pas le plus petit pépin, même sur la neige. Je redescends de la montagne noire, je prends les dernières photos, la caméra que j'avais sur le casque venait de tomber en panne de batterie, j'ai pas pu filmer la descente. Ça m'a quand même permis de faire une très jolie vidéo sur ma traversée de la montagne noire, qu'encore une fois tu trouveras ci-dessous. Et puis, je redescends de la montagne, il n'y a plus de neige sur la route. Il n'y a plus de virage sinueux, c'est de la belle route tout droite, ça descend même plus, je suis en bas, je suis dans la vallée. J'arrive dans un bled qui s'appelle Villegayenc, qui est donc de l'autre côté de la montagne noire. Quand tu es redescendu, tu n'es plus dans la montagne, tu es dans la vallée. Et là, il y a un croisement, je m'en souviendrai toujours. Sans feu, sans panneau stop ou céder le passage, sans marquage sur la route, rien. Un croisement sans aucune signalisation, donc c'est de la priorité à droite. Moi j'arrive, de ma gauche, il y a une voiture qui arrive, donc priorité à droite. Boum, moto par terre, c'est là où j'ai eu mon accident. Et j'aurais dû rester dans la région de Carcassonne 2 jours chez Magali, qui est dans une petite ville je sais pas, à moins d'1 heure de Carcassonne, je crois, de mémoire. Et là, je me vois l'appeler, lui dire, bah écoute, je suis pas prêt d'arriver chez toi, j'ai eu un accident avec la moto. Donc c'était une priorité à droite, j'étais absolument pas en tort, mon assurance m'a donné raison, les réparations ne m'ont rien coûté. Par contre, donc j'avais l'assistance 0 km, donc l'assurance m'a envoyé une dépanneuse sans coût pour moi. La moto a été posée chez le dépanneur. Entre temps, Magali, chez qui je devais m'arrêter, m'a trouvé quelqu'un pour m'amener du dépanneur jusque chez elle. C'est un autre Philippe Cardona, il me semble, de mémoire. C'est encore quelqu'un que je vais devoir contacter. Donc cet autre Philippe m'amène jusque chez Magali. Là, Magali et Christophe m'expliquent que il y a une concession moto à Carcassonne où il faut surtout pas la mettre. Parce que c'est, passe-moi l'expression, mais c'est des gougnafiers, des gens qui travaillent mal, qui surfacturent, etc. C'est le Daffy de Carcassonne. Donc il me dit surtout tu la mets pas là. Donc moi le lendemain de l'accident, j'appelle, entre parenthèses, hein, si t'as pas vu cette vidéo là, j'ai eu mal à la cheville droite pendant quelques jours. J'ai eu mal là parce que j'avais mon téléphone dans la poche là de mon autre veste, elle a une poche interne là, je mettais mon téléphone là. Maintenant je le mets plus, il va dans une sacoche à l'avant de la moto. Mais j'ai rien eu de cassé, j'ai boité pendant quelques jours, c'est tout. Donc le lendemain de l'accident, moi j'appelle le dépanneur. Et ne connaissant pas la région, les petits garagistes indépendants, je les connaissais pas. J'avais repéré un Daffy, un Motoax. Ben, je dis au dépanneur, vous me la mettez chez Motoax à Carcassonne. Le dépanneur l'emmène chez Motoax. Ce que je n'ai pas su tout de suite, c'est que Motoax a refusé la moto. Que fait le dépanneur? Il se casse pas la tête, il va au plus proche, 800 mètres plus loin, il y avait Daffy. Celui où il fallait absolument pas la mettre. Donc il m'a mis la moto chez Daffy, et là, il s'est passé 15 jours où, alors j'étais plus chez Magali, parce que je pouvais pas rester chez elle, la garde des enfants, elle n'est pas censée avoir
des voyageurs chez elle. Elle aurait pu avoir un contrôle n'importe quand. Je pouvais pas rester. J'ai trouvé quelqu'un d'autre qui était sur Carcassonne même. Là, je me suis fait encore transporter par un autre motard. Quelqu'un d'autre qui est venu me dépanner. Alors là, j'ai oublié. Non, si ça se trouve, Philippe Cardona, c'était lui, et celui d'avant, c'était un autre, je sais plus. Il y en a un des deux où j'ai perdu le nom. Donc un autre motard qui m'a emmené de chez Magali chez encore un motard qui vit sur Carcassonne, Gérald. Alors j'ai adoré bon, chez Magali, c'était très sympathique. Je suis repassé les voir en partant de Carcassonne. On a sympathisé, pareil, et comme les autres, si je repasse dans le coin, j'irai leur dire bonjour avec grand plaisir. Par contre, le Gérald, il a un sens de l'humour qui décape un peu, et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Donc je suis resté une semaine chez Gérald, et pendant que j'étais chez lui, moi j'étais en train, tous les 2-3 jours, j'appelais le DAFI où ma moto était. Il me promettait de faire le devis pour l'expert qui était déjà passé une fois, l'expert de l'assurance. Et puis à chaque fois quand je rappelais, oh non, j'ai pas fait le devis, mais je vais le faire. J'ai perdu 2 semaines comme ça, j'ai fini par y aller à pied. Parce que le gars m'avait dit, oui, le devis il est fait, il faut que vous veniez signer l'ordre de réparation. J'ai découvert après que ça se passait pas du tout comme ça. Au final, pour que la moto soit réparée, j'ai pas eu à signer quoi que ce soit comme ordre de réparation, mais c'est pas chez eux qu'elle a été réparée. Ouais, non. Donc j'ai fini par y aller à pied pour soi-disant signer cet ordre de réparation. Il m'avait dit que le devis était fait. Quand je suis arrivé là-bas, le devis n'est pas fait. Et le gars m'a dit à demi-mot quasiment que c'était une épave, alors que c'est pas vrai. Elle était crade. Parce que je venais de passer la montagne noire avec de la neige au sommet et tout. Elle avait besoin d'être lavée. Et c'est un vieux coucou. Comme a dit Christophe, le mari de Magali, il a eu cette expression quand je suis passé les voir en partant de Carcassonne. Il a raison, c'est pas moi j'appelais ça un vieux clou, non c'est pas un vieux clou, c'est un vieux coucou. Mais elle était parfaitement en état de rouler avant qu'on me la foute par terre. Donc en gros le gars de chez Daffy m'a dit oui mais je sais pas si j'ai vraiment envie de la réparer, etc. Donc je me suis tapé 40 minutes à pied, c'est-à-dire que j'ai traversé tout Carcassonne, parce que si tu veux, Carcassonne est là, Gérald habite là, le Daffy il est là. Donc je me suis tapé tout Carcassonne à pied, parce que mon Gérald il avait autre chose à faire que m'emmener. Pour m'entendre dire qu'en gros il voulait pas la réparer et que de toute façon le devis était pas fait. Je suis parti dans l'autre sens, à pied, retour chez Gérald. Quand je lui ai raconté ça, il m'a dit écoute, moi je connais un petit indépendant, Eric Motosport dans Carcassonne. Tu dis au mec de Daffy qu'il mette ta moto en seconde. Dans quelques jours, je t'emmène, on va chercher ta moto, tu me suis, on la dépose chez Eric, lui il va s'en occuper. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai dit au mec de Daffy qu'il me la mette en seconde, je suis passé chercher la moto. On est reparti, déjà preuve que la boîte n'avait rien, parce que parmi ce qui était cassé, il y avait la pédale de frein arrière, donc qui est à droite, au pied droit, à moto, qui était tordue, parce que la moto s'est couchée à droite, donc forcément ça a tordu la pédale, mais qui n'empêchait pas de rouler parce que ça appuyait pas sur le frein. Et puis le sélecteur de vitesse, donc en fait je pouvais pas passer mes vitesses. Mais les mecs de Daffy manuellement ont réussi à la mettre en seconde, ce qui prouvait que la boîte n'avait rien, donc il y avait 3 fois rien, et là j'ai compris pourquoi ils voulaient pas la réparer. C'est parce qu'il y avait rien. Au final, Eric, il a redressé la pédale de frein arrière, il l'a même pas changé. Il y a toujours les traces sur le côté, donc il l'a pas changé, il l'a redressé. Ce qui me dérange absolument pas, elle marche parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. Et le sélecteur avec une petite biellette de renvoi qui est dessous, il a changé ça. Et je me souviens de son devis pour l'assurance, il y en avait pour 500 balles. Main d'œuvre comprise. L'autre, le Daffy, il voulait pas s'en occuper parce qu'il y avait rien à faire, il n'y avait pas d'argent à gagner dessus. C'est pour ça qu'il voulait pas le faire, j'en suis persuadé. Donc, il me la met en seconde. Je suis Gérald, donc il m'avait amené avec sa moto, je le suis. En seconde, elle roule parfaitement bien, comportement sur la route, rien à signaler, que dalle. De toute façon, s'il y avait eu quelque chose au niveau de la direction ou au niveau de la fourche, l'expert l'aurait dit. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Donc, je suis du verbe suivre Gérald. Il m'emmène jusque chez Eric, le Eric regarde la moto, il dit oh pas de problème, je la prends, je vais m'en occuper, de toute façon je l'avais déjà eu au téléphone, il m'avait dit qu'il était d'accord, je lui avais demandé avant. Je la lui laisse, en 15 jours, alors que le premier, le Daffy, en 15 jours, le devis était toujours pas fait. Eric, en 15 jours, je vais chercher la moto, je pars avec. En voilà un qui fait son boulot, qui sait ce qu'il fait, qui te raconte pas des chars. S'il y avait eu un problème, je pense qu'il me l'aurait dit en face, il me l'aurait dit honnêtement. Voilà. Lui, il me dit, d'accord, je la prends, je la répare. En 15 jours, le boulot était fait.
C'est normal que ça n'ait pas été fait du jour au lendemain. Il fallait qu'il analyse en la mettant sur le pont, il fallait qu'il commande les pièces, il fallait qu'il ait l'accord de l'assurance, que l'expert repasse. Comme c'était plus le même garage, c'est plus le même expert. C'est normal que ça prenne un peu de temps. Qu'il l'ait fait en 15 jours, moi je trouve que c'est franchement très bien. Donc au final, je suis resté sur Carcassonne au total 1 mois. Je ne suis pas resté que chez Gérard, justement, on va en reparler dans un instant. Au total, ça a pris 1 mois alors que ça aurait pris 15 jours. Et si ça avait été directement chez Eric, et si ça avait pris 15 jours, j'aurais évité le 3e hébergement dans lequel je me suis retrouvé. Parce que Gérald, je suis resté chez lui 1 semaine, ça commençait à faire. J'ai cherché s'il n'y avait pas un autre motard dans la région. Il y en avait un à Couisa, c'est-à-dire tout au fond de la vallée de Carcassonne. Gérald m'a emmené très gentiment avec sa voiture, alors qu'il roule quasiment jamais en voiture. Il en a une, mais il l'utilise jamais. Bon, avec tous mes bagages et moi en passager sur sa moto, ça aurait pas été possible. S'il fallait laisser le passager pour les bagages dans ce cas-là. Donc il m'a emmené en voiture chez Françoise, qui donc vit à Couisa. Très jolie région aussi, c'est là où j'ai pu faire notamment comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, le village de la Bessonnière, Rennes-le-Château, entre autres. Et là, malheureusement, comme la moto était toujours pas réparée, j'ai dû rester plus de 2 semaines chez Françoise, 2 semaines et demie, je crois, un truc comme ça, jusqu'à ce que je récupère la moto. Et entre 2 semaines et 2 semaines et demie, j'ai fini dans un petit appartement Airbnb à Carcassonne sur les derniers jours, en fait. Parce que là, les tensions commençaient quand même un peu à monter. Pareil, comme pour Yvan, je n'entrerai pas dans le détail. Sur la fin, il y a des choses qui se sont mal passées. C'est en partie de ma faute, justement parce que je suis resté trop longtemps. Mais au point où j'en étais, je ne savais plus quoi faire d'autre, en fait. Et louer un appart Airbnb sur Carcassonne. Alors déjà, février, il faisait encore froid pour camper. Et sur Carcassonne, il n'y a qu'un seul camping qui, je crois, à ce moment-là, n'était pas ouvert. C'est celui de la cité de Carcassonne. Cité que j'ai fini par visiter. Pendant 1 mois, j'ai voulu visiter la cité de Carcassonne, j'en ai pas trop eu l'occasion. Sur les derniers jours, j'ai pu le faire parce que l'appartement Airbnb que j'ai loué sur la fin était à 1 demi-heure à pied de la cité. Pareil, ci-dessous. Donc il n'y a qu'un seul camping, celui qui se trouve au pied de la cité de Carcassonne, et je crois qu'il n'était même pas encore ouvert à ce moment-là. Et en plus de ça, en plus de ne pas être ouvert, il n'était pas du tout dans mes prix. Je crois que ça doit être un truc à 20 balles la nuit. Moi, je vise des campings à 10 € la nuit, l'électricité comprise. 20 € la nuit, j'en avais pas les moyens. Et louer un appartement Airbnb pendant 3 semaines, 1 mois, pareil, j'en avais pas du tout les moyens. Le petit studio que j'ai loué, c'est vraiment un petit studio, ça devait faire, je sais pas, 12-15 mètres carrés, un truc comme ça, c'est un petit studio, très correct. Mais il m'a coûté quelque chose comme 30 € la nuit, je crois. J'ai pas les budgets pour faire ça, j'ai dû y rester 3 ou 4 nuits, un truc comme ça, le temps que Eric finisse de réparer ma moto. Quand je l'ai récupéré, je l'ai posé chez Gérald, puisque Gérald, j'étais plus hébergé chez lui, mais il avait un garage, il m'avait proposé de la poser chez lui le temps que je sois prêt à repartir. Et je l'ai posé chez lui après l'avoir récupéré, et le lendemain, je vais chercher la moto chez Gérald, je la charge, et je pars de la région de Carcassonne, enfin au bout d'1 mois. Donc au total, je suis resté 1 mois à Carcassonne, même un peu plus. J'ai eu l'accident le 28 février, je suis parti le 1er mars. Je suis resté un gros mois sur Carcassonne, alors que j'avais prévu d'y rester 48 heures. Bon, au final, ça m'a donné l'occasion de voir la cité de Carcassonne, qui vaut le coup d'œil, hein, ça, il n'y a pas à discuter. C'est chargé d'histoire. Enfin, en France, les coins chargés d'histoire, il y en a un peu partout, hein, j'en ai fait 2-3. Donc, 1er mars, enfin, je repars de la région de Carcassonne. C'est pas trop tôt. Donc là, en fait, les principales tensions que j'ai pu avoir, là je viens d'en parler, ça a été des tensions au niveau des hébergements gratuits que j'ai pu faire. J'ai pas fait ça par choix, j'ai fait ça en partie pour quelques erreurs de ma part, c'est vrai, et en partie forcé par les événements. Notamment sur Carcassonne, j'étais littéralement piéton avec 60 kg de bagages, et au bout d'un moment, je savais plus quoi faire, parce que les motards prêts à héberger d'autres motards du coin, je les ai tous faits. Il y en avait 4, un des 4 était pas là, parce que je l'ai contacté aussi, le 4e. Et puis les 3 autres, c'était Magali, Gérald et Françoise, je les ai faits. Il me restait plus rien d'autre dans le coin. Carcassonne, c'est joli, mais c'est cher. Hein, c'est cher. Et d'après ce que m'avait expliqué Gérald, c'est quasiment tenu par une espèce de mafia. En fait, hein, il y a toute une famille qui tient tous les commerces, et en fait, c'est quasiment eux qui font la loi, en gros. Au niveau commercial, en tout cas, tout ce qui est restaurant, hôtel, hébergement et compagnie. Et c'est bon, c'est pas donné Carcassonne. Je commence à me refroidir un petit peu, il fait frais. Oui, on est début novembre. Donc, 1er mars. Ça y est, ces galères-là sont enfin terminées.
Je pars direction, ce que j'avais prévu, c'est un petit camping municipal à côté de Perpignan. J'avais prévu de ne m'y arrêter qu'une semaine ou deux sur mon chemin vers l'Espagne. Sauf que l'Espagne, bah, j'ai pas pu y aller pour les raisons que tout le monde connaît. À cette époque-là, alors soit la frontière était pas fermée, je crois qu'elle a jamais été fermée. Il y en a qui m'ont dit plus d'une fois la frontière espagnole était fermée. Non, elle n'était pas fermée. Mais les communautés autonomes espagnoles, puisque tu sais peut-être que l'Espagne, c'est un ensemble de grandes régions qu'on appelle des communautés autonomes. C'est en fait plus pour moi une espèce de fédération. En fait, les communautés ont leur propre gouvernement. Et au-dessus, un peu à la manière des États-Unis, quelque part, tu as les communautés autonomes, et au-dessus, tu as le gouvernement central qui est à Madrid. Et les communautés autonomes étaient toutes verrouillées entre elles, c'est-à-dire que tu n'étais pas censé entrer ou sortir de chaque communauté respectivement. Et pour aller en Andalousie, il aurait fallu que je passe 1, 2, 3, 4. 4 communautés. Il y a la Catalogne, si je suis la côte comme j'avais prévu, la côte méditerranéenne, il y a la Catalogne, il y a la communauté valencienne, il y a Murcie, et puis au final, il y a l'Andalousie. Et on n'est pas censé entrer ou sortir de l'une ou de l'autre. À cette époque-là, du moins, on n'était pas censé... donc du coup, j'ai hésité, je me suis même renseigné sur un forum d'expatriés, à savoir s'il y avait des points de passage de la frontière où on pourrait passer en douce sans qu'on nous remarque. Ils m'ont dit oui, il y a des endroits où il n'y a pas un seul douanier, pas un flic, rien. Et il y a des endroits où de temps en temps il y a un douanier, de temps en temps il n'y a pas. Mais bon, finalement j'ai renoncé parce que je me suis dit, moi avec ma plaque immatriculée en Normandie, le premier flic espagnol qui me voit passer, il va dire ah celui-là il est pas de chez nous. Et il aurait eu raison. Donc je me serais fait contrôler direct, et plus d'une fois à mon avis. Et donc j'ai renoncé. Je suis resté au camping d'Is-sur-Tête beaucoup plus longtemps que prévu, et au final, les enfants, les gens d'Is-sur-Tête, si vous me regardez, j'y suis resté beaucoup plus longtemps que prévu. Je suis resté au total 3 bons mois, et je regrette pas. Parce que là, ça a été une des très très bonnes expériences de ce voyage. Pas la seule, mais ça a été une très très bonne expérience. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens pas compliqués, très sympathiques, qui aiment bien se retrouver autour d'une grillade et d'un verre de bière le samedi, qui te file un coup de main quand tu as besoin. Le camping en lui-même, c'est un petit camping municipal, mais il est joli, il est propre, il est agréable. Et puis encore une fois, la compagnie, les gens du coin, ça aide beaucoup quand tu es en bonne compagnie. Donc là vraiment, le camping d'Is-sur-Tête, je regrette pas d'y être resté plus longtemps. Quand je repasserai dans le sud de la France côté méditerranéen, c'est affiché, c'est là que je vais m'arrêter. Ne serait-ce que pour les revoir. En plus, il y a 2-3 petits avantages. C'est-à-dire qu'à Is-sur-Tête, tu as 2 supermarchés. Je crois que ça doit être... C'est un Aldi. Et l'autre, je sais plus, c'est un truc plus gros. Je sais plus si c'est un Super U ou un truc comme ça. Mais donc, il y a 2 supermarchés à 800 mètres. 15 minutes à pied. Une demi-heure l'aller-retour. Moi, j'allais faire mes courses à pied parfois 2 fois par jour. Quand je voulais avoir du frais. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que tous les campings municipaux n'ont pas un supermarché à un quart d'heure de marche. Franchement, ça c'est pas mal. La région est superbe. J'ai fait un paquet de randonnées dans le coin. Je vais te mettre quelques raccourcis là. Il y a le lac de Vinça, qui est superbe, qui vaut le coup d'œil. Il y a Rodez, pas Rodez, avec un Z où je suis passé avant d'arriver là. Mais Rodez avec un S, avec son château, sa carrière de... Il me semble que c'est du granit. Que je voulais visiter, je voulais rentrer dedans, j'ai pas réussi, j'ai tenté, j'ai pas réussi, mais j'ai eu quelques belles vues, quelques superbes photos. Il y a le canal Royal qui alimentait le Palais des Rois de Barcelone à Perpignan, historiquement. On peut faire une belle balade le long du canal, j'en ai fait un petit bout moi, en redescendant du château en fait, parce que le château tu peux monter d'un côté et redescendre de l'autre, tu redescends du côté canal. La région est absolument superbe. Il y a les Oris, ce sont ces cabanes de pierre qu'on voit dans le sud de la France qui étaient... moi on m'avait dit qu'il y avait un village abandonné, en fait c'est pas vraiment un village. Il y a beaucoup d'Oris, c'est ces petites cabanes en pierre qui étaient des abris en fait. Ouais, la région est magnifique. J'avais pas joué aux boules depuis 20 ans, là je reviens sur les gens qui vivent, parce qu'il y a pas mal de permanents en fait au camping d'Is-sur-Tête.
qui vivent là-bas. J'avais pas joué au boule depuis 20 ans. Je m'étais pas trop rapproché, parce que c'est pas tellement ma nature. Je m'étais pas trop rapproché des gens qui vivaient là au début. Et puis un jour, je passe avec mes affaires à la main pour aller faire ma vaisselle. Je vais au sanitaire, le terrain de boule est quasiment en face des sanitaires de l'école. Et puis il leur manquait un joueur apparemment. Et il me fait hey, tu veux jouer au boule? Bah ouais, pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que j'ai sympathisé avec eux en fait. Et depuis, bah, pendant 3 mois, j'ai joué au boule assez régulièrement. Alors que j'avais pas joué depuis 20 ans. Ça aussi, j'ai bien apprécié. Enfin bref, le camping 10 sur tête, ouais, je regrette pas. Petite Nini, oh elle va pas venir. La petite chatte dont j'ai parlé une fois ou deux. Attends, je la surveille, mais elle viendra pas vers moi. J'arrive à la caresser de temps en temps, mais c'est quand elle est sur son canapé. Sans ça, quand elle est en ambulatoire, on va dire, il n'y a pas moyen de l'approcher. Donc oui, le camping 10 sur tête, vraiment je regrette pas. Ensuite, j'en suis reparti. Alors, que je dise pas de bêtises. Début juin. J'avais prévu de partir après la fin du 3e confinement, c'est-à-dire en mai, mais j'avais mon pneu avant à changer et j'ai attendu d'avoir le budget pour, parce qu'à ce moment-là je l'avais pas. C'est ma tante qui m'a dépanné plus d'une fois d'ailleurs, que je remercie elle aussi très chaleureusement. Donc oui, je suis parti début juin. Et là j'ai fait alors un camping dans l'Hérault, au nord de l'Hérault. Très joli, j'ai oublié. Prémian, à Prémian, ouais. Alors, plus isolé, mais par contre, plus isolé que celui de 10 sur tête, mais par contre, ils ont prévu un truc pas bête du tout. Parce que là, pour acheter un bout de quelque chose à manger, t'as un quart d'heure de route quand même. Et du coup, dans ce camping-là, ils ont fait un truc qui est vraiment pas idiot, qui est même comme ça. C'est-à-dire que tu as une machine à laver, un frigo et un congélateur à disposition des campeurs. Alors la machine à laver, il faut donner je crois 5 €, un truc comme ça, ce qui est pas plus cher que n'importe quelle laverie. Et puis bah, le frigo, le congélateur, c'est à disposition de tout le monde gratuitement. Tu as un emplacement au camping, tu peux utiliser le frigo, le congélateur. Et ça je trouve que c'est très bien pensé, comme le camping est un petit peu isolé. Mais ça a son charme, c'est super calme. C'est juste au-dessus d'une rivière de montagne qui s'appelle le Jor, dans lequel on peut se baigner. Alors c'est sûr que début juin était fraîche. Mais bah pareil, hein, la rivière de montagne très fraîche début juin, ça a son charme. Et je me suis baigné plus d'une fois, malgré la température. Je mettais un moment à rentrer dedans, mais une fois dedans, par contre, on y est bien. C'est très agréable quand il fait soleil en plus, c'est super. Et il a fait soleil toute la semaine où je suis resté. Une semaine, je crois. Une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Donc là pareil, ce camping là j'ai vraiment apprécié. Ça a été très agréable. J'y repasserai à l'occasion si je repasse dans le coin, volontiers, très volontiers. J'ai fait une visite virtuelle plus d'autres vidéos sur place, c'est pareil. Encore une fois je vais te mettre les raccourcis là-dessous. J'en suis reparti, oui je crois que j'ai dû rester une semaine. J'en suis reparti direction Descartes en Indre-et-Loire, si je dis pas de bêtises. Région centre. Alors là, il s'est passé un truc un peu particulier. Le jour où je suis parti de Prémian, il y avait des prévisions météo qui étaient pas jojo, y compris sur Prémian. C'était sur une bonne partie de la France des orages et aussi orages de grêle éventuellement, je crois. Comme c'était pas joli sur Prémian, je me suis dit il faut que je file, que je fasse la route avant que ça nous tombe sur le coin de la figure. Donc la veille du jour où la météo prévoyait des orages, j'ai réservé à Descartes. J'ai eu la gérante du camping de Descartes au téléphone qui m'a dit oui, il n'y a pas de problème, le camping est ouvert, etc. Donc le matin du jour où je devais faire la route, je remballe tout, je pars. Je reverrai toujours ça, je m'envoie sur un petit bout d'autoroute. Alors à l'époque je prenais pas encore les péages, j'ai juste pris un petit bout d'autoroute gratuit, j'ai dû y rester une demi-heure, mais donc je m'arrête sur une aire d'autoroute histoire de faire une pause, et au moment où je m'arrête, alors j'aurais pu répondre en roulant, ce que j'évite de faire en théorie, mais j'aurais pu parce que j'ai un intercom sur mon casque relié à mon téléphone par Bluetooth. Donc en soi j'aurais pu répondre en roulant, mais il se trouve que par hasard je venais de m'arrêter pour faire une pause et là mon téléphone sonne, je décroche et c'est la gérante du camping de Descartes qui m'annonce que, alors sur le coup j'ai eu un petit saut au cœur parce que j'avais tout remballé, j'étais parti de Prémian depuis à peu près 3 heures. Qui me dit bah voilà, la municipalité a décidé de fermer le camping pour la nuit à cause des risques d'orage. Sur le coup j'ai dit mais moi je suis en route, j'ai tout remballé, qu'est-ce que je fais?
Et en fait, je l'avais pas laissé finir sa phrase. Elle m'a dit, bah écoutez, je vais vous loger dans le gîte communal pour la nuit, puisqu'on est fermé juste pour une nuit a priori, sans surcoût, comme si vous étiez sur votre emplacement. Donc ça m'a coûté le prix d'un emplacement, alors que le gîte communal, c'est je crois une vingtaine d'euros par nuit en théorie. Mon emplacement c'était 11 euros de mémoire. Donc elle a été plus que correcte, franchement, elle a été comme ça. Je me suis retrouvé avec un monsieur un peu âgé, monsieur Burgeot, si ma mémoire est bonne, qui lui aussi était en tente au camping à ce moment-là, donc on s'est retrouvés juste pour une nuit tous les deux colocataires. Et puis après on est allé au camping où j'ai dû rester à peu près 3 semaines de mémoire. Parce que c'était là, en fait sur la fin du mois, je peux plus, très souvent je peux plus rouler parce que j'ai plus assez sur mon compte en banque, hein, les pompes automatiques. Mon problème c'est purement de l'essence à ce moment-là sur la fin du mois. Les pompes automatiques te font généralement une demande d'autorisation à ta banque entre 100 et 120 euros en moyenne. Moi j'ai vu une fois jusqu'à 170. C'est-à-dire que même si tu as besoin que de 10 euros d'essence, à l'avance la pompe elle ne sait pas combien tu vas prendre d'essence. Donc ils font une demande d'autorisation à ta banque. Et si tu n'as pas la somme que demande la pompe, paiement refusé. Même si tu as besoin que de 10 euros d'essence. Et moi j'ai un tout petit réservoir. Quand je fais mon plein, alors avant que les prix commencent à flamber, quand je mettais de l'essence, comme en plus j'ai pas de jauge et que je prends beaucoup de marge, je mettais en moyenne 10-12 euros d'essence. Ce qui veut dire que pour faire 300 km, je vais faire le plein 2 fois, voire éventuellement 3 fois. S'il n'y a pas la somme que demande la pompe sur mon compte, je ne peux pas prendre d'essence et je cours le risque de me retrouver planté dans un endroit que je ne connais pas, sans possibilité d'hébergement et avec une moto qui ne roule plus ou qui ne peut plus aller très très loin. Je ne fais jamais le plein juste avant qu'elle soit en panne, évidemment il me reste toujours de la marge. Mais ça veut dire dans ces cas-là perdre potentiellement des heures pour trouver une pompe avec une caisse ouverte. Je ne peux pas me le permettre. Donc en fin de mois, quand je sais que je commence à être un peu limite, il reste que 150 euros sur mon compte sur la dernière semaine du mois, je ne peux pas rouler à cause de ça. Donc je suis resté à Descartes 3 semaines au lieu de 2 parce que c'était la fin du mois. Pareil, je regrette pas de m'être arrêté à Descartes, je regrette pas d'y être resté plus longtemps que prévu. La gérante a été, encore une fois, comme ça. Le camping est pareil, il est joli, il est propre, il est agréable. Il y a une rivière qui passe juste à côté. Alors c'est pas la Loire. Là pour le coup le nom de la rivière m'échappe. Bon enfin bref. C'est en bord de rivière, c'est très sympathique. J'ai pu aller me baigner d'ailleurs, alors pas directement au camping, même si en théorie ça serait possible. Pareil, je te mets le raccourci ci-dessous. Il y a une place publique à 15 minutes de route qui s'appelle le bout du pont. Je suis allé la voir, j'ai filmé le truc et tout, tu as la vidéo aussi dessous. Descartes est une ville historique. La ville natale du célèbre mathématicien. Il y a un joli jardin, il y a un joli jardin juste à côté du camping. Franchement, l'endroit est bien. Je regrette pas de m'y être arrêté. Si je repasse dans le coin, pareil. Et même si je m'y arrête pas, tu sais quoi, j'irai dire bonjour. Juste pour le plaisir de revoir des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et je suis embêté. Parce que depuis tout à l'heure, je cherche le prénom de la gérante que je connais, que j'aime bien, on a sympathisé et tout. Je vous le mettrai dans la vidéo. Ça va me revenir après avoir tourné, tu vas voir. Ça m'énerve quand c'est comme ça. Je m'excuse auprès d'elle. Je ne t'ai pas oublié. C'est juste que quand tu cherches un nom, des fois en tout cas moi ça me le fait, quand je cherche un nom il peut m'échapper, il me reviendra. Bref, donc de Descartes je suis parti. Alors je me suis arrêté une première fois en Normandie, c'était début juillet donc, parce que j'avais prévu en fait de passer, j'espérais pouvoir passer ma passerelle début juillet avant la date anniversaire de mon et je crois que c'est ma soeur qui revient. Enfin, qui essaye de démarrer. Je croyais qu'elle était pas là. Elle a dû venir chercher sa voiture. Je vais reprendre dans une minute quand elle sera partie. Bon,
j'ai vérifié entre-temps, ça y est. Angélique, la gérante du camping de Descartes. Je m'excuse, ça m'était sorti de l'esprit, il a fallu que j'aille vérifier une de mes propres vidéos. Donc, j'en suis reparti début juin, en m'arrêtant assez en Normandie, à côté de mon ancien domicile, une première fois, parce que j'espérais faire ma passerelle moto, c'est-à-dire passer du permis A2 au permis A, avant la date anniversaire de mon A2, puisque le 30 juillet, je l'ai eu. Le 30 juillet, je sais plus, ou le 1er août, un truc comme ça, enfin, tout fin juillet 2019, donc au 30 juillet 2020, les 2 ans ont été révolus, puisque c'est passé, 30 juillet 2020. Je voulais faire ma passerelle avant, de manière à avoir toutes les chances de recevoir mon permis, mon nouveau permis, avant de repartir vers le sud. J'ai pas pu la faire tout de suite, parce que mon moniteur moto pouvait pas me prendre. Je voulais le faire avec le même moniteur avec qui j'ai passé mon permis, parce que ça s'était passé comme ça avec lui. Et au final, c'est ce que j'ai fait juste un peu plus tard. Il m'a dit qu'il aurait de la place début août. Donc, je lui ai dit, le premier jour où tu as de la place, tu me bloques, je prends. Donc, début juillet, j'ai pas pu faire ma passerelle tout de suite. J'en ai profité quand même pour retourner voir mes anciens voisins avec grand plaisir. Il y en a qu'un qui n'était pas un voisin, qui est l'ex-proprio, que j'avais aucune envie de voir. Je ne l'ai pas croisé, ça tombe très bien. Sans ça, pour ce qui est de mes anciens voisins, je les ai revus avec grand plaisir. Je suis passé au stockage de mes affaires, voir si tout allait bien, il n'y avait pas de soucis. Je suis resté quoi, une petite semaine. Après quoi, je suis venu une première fois ici, donc chez ma soeur, dans le nord du 45. Début août, j'en suis reparti. Puisque j'avais rendez-vous pour faire ma passerelle en Normandie, là je suis allé au camping de Putange-Pont-et-Crepin. Juste à côté d'Argentan. Argentan, c'est là où exerce à présent le moniteur avec qui j'avais passé mon permis A2, qui s'appelle aussi Sébastien d'ailleurs. Donc j'ai trouvé un camping juste à côté d'Argentan, en ne réalisant pas sur le moment qu'il y a la ferme dans laquelle j'ai fait ma toute première expérience de camping moto avant mon grand départ, quand j'ai fait mes essais. Je me suis rendu dans une ferme bio où ils font notamment de l'élevage de chèvres, qui est à 5 ou 6 km de Putange. Et quand j'ai réservé le camping de Putange, j'ai pas réalisé qu'ils étaient juste à côté. Et quand j'ai publié sur Facebook que j'étais à Putange, je me disais pourquoi t'es pas venu chez nous. Mais c'est entre autres parce que j'avais pas réalisé qu'ils étaient à côté, j'ai absolument pas pensé. Je l'ai vu après. Et puis pour le guide que j'étais en train d'écrire, que j'ai écrit, que je vais publier en début d'année, j'avais besoin de camping traditionnel. Eux, c'est du camping type camping chez l'habitant, plus précisément chez eux, c'est camping à la ferme, c'est un petit peu différent. Au final, je les ai inclus dedans quand même, je vais y revenir après. Donc, début août, je suis à Putange, j'y reste une petite semaine, je fais ma passerelle. Ça s'est passé en une seule journée, j'avais pas tellement envie de la faire en une fois, puis finalement, bon bah, c'est ce qu'il m'a proposé, c'est ce que j'ai fait. J'avais une petite douleur, je l'ai pas dit sur le moment, j'ai une petite douleur au bras gauche que j'ai encore, mais moins à présent. Et la position sur les motos de l'auto-école, on a fait les 7 heures d'affilée, alors s'arrêtant pour manger quand même, et puis avec diverses petites pauses. Sur ma moto à moi, la position tire pas trop sur les bras, et du coup, ça me gêne pas pour rouler. C'était des Kawa Z650, je crois, celle de l'auto-école à ce moment-là. Là, surtout sur le retour, j'ai fini par avoir franchement mal. J'ai réussi à finir, à aller jusqu'au bout, mais je l'ai pas dit. Il le sait pas d'ailleurs, mais j'avais franchement mal au bras gauche. Alors que sur la mienne, ça me fait pas du tout ça. Je finis par le ressentir au bout de toute une journée sur la route, oui, mais pas comme ça, pas à ce point-là. Mais c'est parce que la position n'est pas du tout la même. Les Kawa Z650, c'est des roadsters, t'as les pieds sous toi, le dos beaucoup plus droit, et le guidon est plus étroit, moins large. Ça tire beaucoup plus sur les bras que la mienne où le guidon est plus large, donc tu as plus de force de levier. C'est une position custom, donc les pieds un peu en avant, pas trop sur celle-ci, mais un peu quand même. Le dos légèrement en arrière, ça tire moins sur les bras. Donc ouais, j'ai quand même pas mal souffert sur la fin. Mais bon, bah, c'était fait. J'ai plus qu'à attendre mon nouveau permis que j'ai reçu quelques temps plus tard. Donc à présent, je suis plus en A2, j'ai le permis complet, ça c'est fait. De là, retour chez ma soeur. De chez elle, on m'avait invité en Suisse. Salut Nico! Donc il y a Nico qui habite dans le canton de Vaud, juste au-dessus de Lausanne.
Au-dessus, littéralement en altitude. C'est-à-dire que tu es chez lui, tu regardes vers le bas, tu vois Lausanne, quoi, en gros. Il m'avait invité pour 4 jours, je suis parti de chez ma soeur, je suis allé chez lui. Ça a été une longue journée de route, là, quand même. Je l'ai retrouvé près de la frontière. À Lérousse, c'est la dernière ou avant-dernière ville frontière, avant-dernière ville française avant la frontière. De là, je l'ai suivi, on est allé chez lui, donc à Aples, dans le canton de Vaud. Et là, c'était que 4 jours, mais alors 4 jours intenses. Là encore, j'ai pas regretté, franchement. Pendant un moment, ça faisait peut-être 2 mois qu'il m'avait dit, mais je t'invite chez moi, tout frais payé, c'est-à-dire qu'il m'a payé mon essence, j'ai dormi chez lui, il m'a invité au resto, etc. Lui et Raquel et José, et puis la petite Grisou, la petite chatte grande comme ça, mais une vraie tornade. Adorable, évidemment. Donc j'ai passé 4 jours intenses en Suisse, ça valait la peine. Il m'a fait visiter la région en Porsche Boxster, rien de moins. Il y a eu une grande balade moto, il y a plein de choses. Je vais te mettre des vidéos là-dessous. Là, donc pareil, je regrette pas d'y être allé. J'en suis reparti avec un support pour ma béquille que Nico m'a fabriqué parce qu'il est menuisier amateur, on va dire. Il n'est pas pro, mais je pense que moi je ferais pas la différence avec un pro, hein, sincèrement. Ouais, donc ouais, la Suisse, comme ça. Puis retour ici. De là, en septembre, je suis allé en Bretagne, une semaine, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Tiens, là tout de suite, le nom de la ville m'échappe. Tu vois, il n'y a pas que le nom d'Angélique qui m'échappe. Bref, encore dans une ville chargée d'histoire qui valait vraiment la peine. Même chose, je te mets quelques liens ci-dessous. Très très joli. J'ai également vu, je suis allé jusqu'à Saint-Malo. J'ai fait les remparts de Saint-Malo. J'ai fait le cimetière de bateaux qui est juste à côté. Ouais. La Bretagne, alors j'en ai vu qu'un petit bout, mais pareil, je regrette pas d'y être allé. Sur le retour, je me suis à nouveau arrêté en Normandie. Ce coup-ci, à la ferme, où je m'étais arrêté la première fois, j'y suis resté quoi 2 bonnes semaines, je pense. J'en ai profité pour récupérer mon nouveau permis, que j'ai sur moi à présent, il est là. Permis A complet. Puisque j'ai en fait, la seule adresse dont je dispose qui soit acceptée par l'administration, c'est celle du centre d'action sociale CCAS de mon ancienne commune où je suis inscrit. Donc j'ai donné cette adresse-là quand j'ai fait la passerelle, ils m'ont envoyé le permis à cette adresse-là, je l'ai récupéré. Au passage, j'ai tenté de faire réparer par un ami le joint de fourche de Rocinante qui fuyait. Il y en a un des deux qui s'était mis à pas mal fuir. Il me laissait déjà des petites traces, mais la montagne suisse, il n'a pas apprécié. Et là, ça fuyait vraiment. J'ai commandé des joints, je les ai fait livrer chez lui. J'ai posé la moto chez lui quelques heures, et il me l'a changé et je comprends pas ce qui s'est passé. Je pensais que tout était bon, et puis finalement, ça s'est mis à pisser pire qu'avant. C'est la raison pour laquelle je roule quasiment pas en ce moment. Sinon, je pourrais un peu visiter la région. Mais je peux pas. Je peux pas parce que je roule le moins possible. Elle va juste faire des courses à un quart d'heure d'ici 2 fois par semaine et c'est tout. Pour une question de sécurité en fait, parce que ça pisse bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a mal mis le joint? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du tube? J'en sais rien, pour savoir il faut rouvrir. Bref, donc de là je suis revenu ici et depuis je bouge plus. Alors, pour terminer tout ça, parce qu'apparemment ils veulent faire quelques petits travaux, il y a des trucs à couper, etc. Et il faut que je termine ma vidéo assez vite. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Oui. Il y a des choses qui se sont pas super bien passées, il y a des choses qui se sont pas passées comme j'aurais voulu. J'ai pas pu aller en Espagne, pas encore, ça viendra. Sur certains hébergements, il y a eu des petites tensions. Mais globalement, si on parle beaucoup des histoires de rapport bénéfice-risque en ce moment. Au niveau bénéfice en merde, on va dire. Le bon, le moins bon, c'est le bon qui l'emporte. Il n'y a pas de doute, j'ai bien fait. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. J'ai vu de très beaux endroits. J'ai plus voyagé en un an que je n'ai voyagé de toute ma vie. Alors je ne parle pas de mes 2 allers-retours aux États-Unis que j'ai fait en 2017-2018. Je suis allé beaucoup plus loin cette fois-là. Mais en termes de nouveaux endroits découverts,
de nouvelles personnes rencontrées. J'ai beaucoup plus voyagé en un an que toute ma vie en fait. Je me suis fait des amis, beaucoup plus que de personnes que j'ai pas forcément envie de revoir. Des personnes que j'ai pas forcément envie de revoir, en gros il y en a deux quoi. Et encore, il y en a une, je pense, que je passerai voir quand même, parce que comme je l'ai dit, quand mon gros projet va arriver à sa conclusion, sous peut-être 2 mois, je vais entrer en contact avec tous les gens qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Il y en a un, allez je vais le dire, il y en a un, c'est Yvan, je veux faire la même chose pour lui que pour tous les autres. J'ai quelque chose en réserve pour tous les gens qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de raison que je fasse pas pour lui la même chose que pour les autres, sauf que je veux pas avoir de contact avec lui, donc je demanderai à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui le connaît, de transmettre le message, mais il n'y a pas de raison que je fasse pas pour lui la même chose que pour les autres. Et quant à Françoise, c'est pareil, Françoise en soi réellement que j'ai eu un petit souci sur la fin de mon séjour chez elle. Je vais faire en sorte de la contacter moi et de lui proposer la même chose que pour les autres, parce qu'il est pareil, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Mais par contre, je ne vais pas forcément aller sur place jusqu'à Cuisa. Voilà, c'est tout. Bref, voilà, il y a juste ces deux-là. Sans ça, le reste, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça a été extrêmement positif. Donc je regrette absolument pas. Si c'était à refaire demain, même si, sachant que je suis parti sur un budget extrêmement serré, et c'est ça qui m'a créé un certain nombre de problèmes. Si j'avais pas eu un budget aussi serré, la moto, elle serait pas restée accidentée pendant 1 mois sur Carcassonne. J'aurais eu une moto présentant mieux, une moto plus récente, ça se serait mieux passé, etc. J'aurais sans doute pu me payer des hébergements sans être hébergé à droite à gauche, et compagnie et compagnie. Donc si j'avais pas été sur un budget extrêmement serré, j'aurais eu sans doute moins de tension. Mais même sachant que je suis parti sur un budget très très serré, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Si Rocinante avait pas un problème mécanique avec la fourche, est-ce que je serais déjà reparti? Bon là mon budget est encore plus serré que quand je suis parti il y a 1 an. Mais je dirais probablement que oui. Bon, il me manque peut-être quand même 100-150 euros pour pouvoir tout payer, camping et compagnie, si j'étais allé me poser à Ailly-sur-Tête par exemple. Mais sans ça, avec un budget identique à celui de l'année dernière, est-ce que je serais déjà reparti? Oui, là tout de suite je serais à Ailly-sur-Tête, il n'y a pas photo. Donc je regrette absolument pas, j'ai fait des belles rencontres. J'ai vu des beaux endroits. J'ai fait de très belles expériences. Ouais, je sais, le rapport final est extrêmement positif. Oui, j'ai bien fait de partir. De toute façon, dans l'appartement où j'étais dans une situation intenable. En plus, il me coûtait cher pour ce que c'était, surtout avec toutes les emmerdes que j'avais. J'ai bien fait de partir. Je recommencerai sans hésiter. Encore une fois, si j'avais le même budget que l'année dernière, je serais déjà reparti. Quand mon gros projet va tomber et que j'aurai le gros budget, je vais repartir dans de meilleures conditions, là pour le coup. Je vais aller plus loin encore. Est-ce que je vais continuer longtemps? On m'a posé une fois ou deux la question, mais est-ce que tu vas pas vouloir te poser? La réponse est oui et non. Déjà, tant que j'ai la forme physique de le faire, je parlais de mon bras tout à l'heure, ça va mieux quand même qu'avant. Hein, donc, il n'y a pas péril en la demeure. En plus, le bras, il fonctionne. Sur le type de moto que j'aime, ça tire pas trop sur les bras, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et c'est sur la durée que ça peut finir par me faire mal. Si j'ai eu mal lorsque j'ai fait ma passerelle moto, c'est parce que je suis resté sur cette moto-là pendant 7 heures d'affilée avec juste quelques pauses. Sans ça, dans la vie de tous les jours, j'ai pas spécialement de soucis pour utiliser mon bras gauche. Donc, tant que j'aurai la force physique de le faire, je vais continuer. Après, il y aura sans doute une période où je vais vouloir me poser, louer ou acheter une petite maison pas chère, sans doute dans le sud de l'Espagne, mais pas pour me poser pendant 1 an ou de façon définitive redevenir sédentaire. Non, l'idée serait de me poser 1 ou 2 mois par an sur l'hiver, sur décembre-janvier. Genre, j'achète une petite maison en Andalousie, y aller en décembre-janvier, là où il fait quand même le plus frais en Andalousie, d'après ce que j'ai lu sur le papier, c'est 10 degrés. Au niveau de la mer, c'est 10 degrés la nuit en décembre-janvier, on peut camper. Mais si vraiment j'ai envie d'un peu plus de confort l'hiver, acheter une petite maison dans le sud de l'Andalousie où je serai 2 mois par an, le reste du temps je vais rouler. Ça, je pense, c'est mon plan à long terme, tant que j'aurai la force physique de le faire, donc il est très probable que dans les 20 ans qui viennent, je continue à faire ça. Parce que franchement, même si ça n'a pas été tous les jours facile, j'ai eu froid quelques fois, j'ai eu des difficultés physiques, parce que monter, démonter ma tente, tout mon camp, ça me prend 2h30. Alors ça, je vise à l'améliorer avec la remorque campeur, mais ça n'a pas toujours été facile de ce côté-là.
Mais malgré tout, je regrette pas, j'aime ce que je fais malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir. C'est quelque chose que j'apprécie, que je regrette pas d'avoir fait. Et je vais continuer. Je vais continuer pendant, à mon avis, très très longtemps. Et dès que je pourrai repartir, je repartirai et je continuerai encore une fois dans de meilleures conditions. Mon objectif à l'avenir, c'est d'améliorer ce que je fais. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que je vais arrêter. Quand il y a des difficultés, tu as, à mon avis, deux lignes de conduite possibles. 1, tu arrêtes, tu fais autre chose. Ou 2, tu dis voilà, il y a ça, ça et ça qui va pas. Il faut que j'améliore, il faut que je trouve le moyen. J'ai déjà étudié les différents moyens d'améliorer ce que je fais, parce qu'il y a des difficultés que j'ai rencontrées que je n'avais pas prévues, parce que j'avais pas l'expérience, je m'y attendais pas. Bon, très bien. Je me souviens que mon père avait l'habitude de dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et les solutions, il faut que je les trouve pour continuer dans de meilleures conditions. Voilà mon objectif, voilà la petite rétrospective sur ma première année en camping moto, totalement nomade, ou quasi totalement. Bon, je me suis retrouvé un peu planté ici sur la fin, mais vraiment mon but c'est nomade à temps complet. Mon opinion, ma rétrospective, ma conclusion. Et ce que je compte faire, c'est améliorer ce que j'ai fait jusqu'ici. Régler les problèmes que j'ai identifiés, faire mieux. Pas arrêter, mais faire mieux. Améliorer, régler les problèmes, faire mieux. Voilà, dis-moi ce que tu penses de cette petite rétrospective, de tout ce que j'ai fait pendant cette première année, de la manière dont je prends la chose, dont je prends les difficultés que j'ai rencontrées, de comment je compte m'y prendre pour continuer, etc. De ma conclusion. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de tout ça. Si tu fais partie des nombreuses personnes qui m'ont rendu service ou qui m'ont soutenu, que ce soit encore une fois financièrement, de façon pratique ou moralement, durant cette première année, d'ici je pense au plus tard fin décembre, j'ai pas de date exacte encore, je suis désolé, mais je pense qu'on va causer. Je vais soit te contacter en ligne par les réseaux sociaux, soit passer te voir. Tous ceux qui sont en Normandie, je pense à certains, alors qu'ils vont se reconnaître. Il y a d'abord mes amis de la ferme. En plus, ils ont monté un gîte, donc c'est-à-dire qu'il y a des chambres qui sont chauffées. Je m'arrêterai chez eux. Et pour eux, oui, ça veut dire vous aussi. Tout ce que je vais proposer à tous ceux qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre, parce que vous m'avez soutenu moralement, on va dire, notamment lors de mon dernier passage. Ça vous concerne aussi, on en reparlera. Il y a Phil à Goncoutainville, je pense qu'il a déjà compris parce que je lui ai dit qu'il y a une fois ou deux que on causerait, qu'il fait partie, de toute façon c'est très bien, il fait partie des gens qui m'ont soutenu et pas qu'un peu. J'ai un copain à Bénouville, je sais qu'il est dans les ennuis financiers depuis quelques temps, je n'ai pas pu l'aider plus tôt, mais j'espère que d'ici la fin de l'année ça sera faisable. Il y a mes anciens voisins du côté de C, Vintanaps par là. Tout cela, je vais aller les voir physiquement parce que je vais aller faire un petit tour en Normandie. Les autres, soit je vais me débrouiller pour me retrouver dans leur coin et je passerai leur dire bonjour et on causera, soit je les contacterai par les réseaux sociaux ou par téléphone, mais attendez-vous à avoir des nouvelles de moi, probablement je pense. D'ici la fin de l'année, je l'espère, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Il y a des choses qui bougent au niveau de mon gros projet. Allez, sur ce, je termine ici la vidéo. Encore une fois, commentaire dessous, tout ça, tu connais la chanson. Partage, petite mention j'aime. Si t'es pas encore abonné, c'est le bon moment. Et je te dis à bientôt.